Oui, aujourd'hui, donc, on va aborder donc reprendre un peu ce qu'on avait vu la dernière fois sur les écarts. Et donc, on va se focaliser aujourd'hui sur ce qu'on appelle les écarts sur charge directe. Et donc, demain, on abordera les écarts sur charge indirecte, sur résultat, etc. Alors, donc tout ça, on a déjà abordé jeudi passé. Alors, on était tous là, enfin, en partie. Donc, ça, on a déjà vu. Et donc, on parle d'écart sur résultat. Donc, tout ça, on a abordé ensemble. Alors, coût établi, coût préétabli et coût standard. Donc, un coût standard est un coût donc prévisionnel construit à partir d'une analyse technique et économique. Donc, il présente en général un caractère de norme pour une période donnée. En revanche, un coût préétabli est un coût évalué a priori, selon la réalité du contexte, de l'organisation et des choix des décideurs. Donc, un coût préétabli, par définition, il va permettre une comparaison avec un coût constaté a posteriori. Donc, ça peut être un coût prévisionnel simple, un coût prévisionnel établi dans le cadre de budget, servant de référence et dit donc budgété, ou bien sûr un coût standard dont on va reparler juste après. Donc, on a abordé la détermination des standards. Donc, en comptabilité de gestion traditionnelle, le coût d'un produit est constitué de 3 éléments de base: des matières premières, de la main-d'œuvre directe et des frais indirects. Donc, pour déterminer les standards de la fabrication d'un produit, une analyse fine distinguant charge directe et charge indirecte est nécessaire. Donc, analyse du produit, cette étude est plus le fait des services techniques de production que des services comptables. Ensuite, le standard de charge directe, qu'il s'agisse de consommation de matière ou de main-d'œuvre, la structure est identique. Donc, la structure, c'est quoi? C'est quantité standard multipliée par le coût unitaire standard par produit. Alors, le standard des charges indirectes, donc ça, on va focaliser là-dessus la prochaine fois. Donc, il est défini un standard de charge indirecte pour chacun des centres d'analyse selon la structure suivante: activité standard fois le coût d'unité d'œuvre standard. Donc, l'écart, et bien entendu, on va comparer deux quantités. L'écart est la comparaison d'une donnée réelle par rapport à une donnée de référence, budget, prévision. Cette donnée de gestion est donc constituée d'un signe, donc soit signe plus, soit signe moins, et bien sûr suivi d'un avis ou d'une valeur, soit favorable, soit défavorable. Donc l'écart, il va mesurer la différence entre une valeur constatée, donc une valeur réelle, et une valeur prévue ou une valeur préétablie. Alors bien entendu, le signe plus ou le signe moins a un sens différent selon qu'on parle de chiffre d'affaires, selon qu'on parle de résultats ou de coûts. Si on mesure, si on a un écart sur coût qui est négatif, si on a un écart sur coût qui
qui est négatif, ça veut dire que la valeur réelle est inférieure à la valeur prévue, ce qui veut dire donc qu'il y a une signification favorable. En revanche, si on a un écart sur chiffre d'affaires qui est négatif, ça veut dire que le chiffre d'affaires réel est inférieur au chiffre d'affaires prévu et par conséquent, dans ce cas, l'écart est dit défavorable. C'est l'exemple que je donne juste après. Un écart de consommation de matière égal à plus 8000 est forcément défavorable puisque la signification est que la consommation réelle a été supérieure ou est supérieure à celle qui a été budgétée. Un écart donc sur chiffre d'affaires égal à plus 20 000 est forcément favorable. Il traduit que le chiffre d'affaires réel a été supérieur au chiffre d'affaires prévu. Donc ça, j'ai rappelé ces principes qui sont très importants. Donc, principe 1, comme on l'a dit précédemment, un écart est la différence entre la valeur constatée de la donnée étudiée et la valeur de référence de cette même donnée. Alors, juste à titre de copyright, donc les éléments que vous voyez au tableau sont extraits du manuel que j'ai préconisé à mes étudiants, donc du manuel du nom. Donc, la valeur constatée est la valeur réelle telle qu'elle apparaît dans la comptabilité de gestion. Donc, la valeur réelle, valeur constatée. Et en fait, la valeur de référence peut être la valeur budgétée, standard ou prévisionnelle. Donc, on va mesurer une différence entre une valeur constatée et une valeur de référence qui peut être soit préétablie, soit budgétée, soit tout simplement standard. Le principe 2, bien sûr, au principe 2 est attaché un signe plus et moins, comme on l'a vu précédemment, qui traduit un écart soit favorable, soit défavorable. Donc, un écart de même valeur algébrique n'a pas le même sens, comme on l'a dit précédemment, selon qu'il s'agit d'une charge ou d'un produit. Un signe plus dans le cadre d'une charge est forcément un écart défavorable. Un signe moins, un signe plus dans le cadre d'un résultat est bien sûr à une valeur ou un sens favorable. Alors maintenant, il y a un point très important, c'est la décomposition. C'est là où on a c'est là où on rencontre plusieurs difficultés. On essaiera de prendre des exemples. Il faut savoir que la décomposition d'un écart cherche toujours à influencer, ou plutôt à isoler, l'influence d'une et d'une seule composante par sous-écart calculé. Donc, une composante ou une donnée constituée de n composants va bien sûr nécessiter n sous-écarts. Donc là, je vais prendre ici vous avez donc le coût réel. Ici, vous avez le volume, c'est le nombre de produits, par exemple, utilisés. Là, vous savez, c'est le nombre de facteurs. Le nombre de facteurs, donc kilos de matières premières. Et là, vous avez bien sûr le prix de ces facteurs de production, que ce soit des heures machines, des heures de main-d'œuvre ou tout simplement des quantités de matières premières. Et ici, vous avez bien sûr le coût prévu ou le coût préétabli, toujours avec les mêmes indices, les mêmes lettres, mais avec des indices différents. Donc le R, c'est pour du réel. Le R, c'est pour du réel. Et le P, c'est pour du prévu. Alors donc, il va falloir maintenant faire... Alors, je vais démarrer. Détermination des écarts.
détermination des écarts. Alors, voilà ce qu'il faut retenir, la convention. C'est une convention importante. Alors, bien sûr, il y a plusieurs décompositions possibles. On arrive, bien sûr, à des écarts différents, mais on aura toujours un écart total identique. Mais la convention, c'est celle-là. Lorsqu'on s'intéresse à l'effet volume ou à l'effet prix, on retiendra la convention suivante. Lorsqu'on s'intéresse à l'effet volume ou à l'effet prix, on retiendra la convention suivante. L'écart surpris est toujours valorisé ou rapporté aux quantités réelles. Je répète, l'écart surpris est toujours valorisé ou rapporté aux quantités réelles. Donc là, vous avez la traduction. Là, ça se lit écart surpris. Donc, l'écart surpris, c'est le prix réel moins le prix prévu. Le prix réel moins le prix prévu, mais bien sûr, rapporté aux quantités réelles. Donc, ça, c'est l'écart surpris. C'est une convention. D'accord? Donc, écart surpris, c'est forcément le prix réel moins le prix prévu, multiplié par la quantité réelle. En revanche, l'écart sur quantité est toujours rapporté au prix prévu. L'écart sur quantité est toujours rapporté au prix prévu. L'écart sur quantité, c'est quoi? C'est quantité réelle moins quantité prévue. L'écart sur quantité, c'est quantité réelle moins quantité prévue, mais rapporté au prix prévu. Donc multiplié par PP. Donc ça, il faut bien retenir cette convention. Est-ce que ça va? OK. Merci. Alors, maintenant, prenons un exemple. Prenons un exemple. Par exemple, on a prévu de vendre 130 unités à un prix de vente prévu de 20 euros. Donc, on a prévu de vendre 130 unités à un prix de vente prévu de 20 euros. On a réellement vendu 100 unités à un prix de vente réel de 22 euros. Donc, vous avez compris, je peux calculer l'écart donc sur chiffre d'affaires. Donc, écart sur chiffre d'affaires. C'est donc le chiffre d'affaires réel, donc 100, que multiplie la quantité réelle, le prix réel, 22, moins, donc je répète, 100 fois 22, moins 130, que multiplie 20. Donc, 100 fois 22, ça fait 2200, moins 2600. Ça me fait donc un écart de moins 400. Et comme c'est un chiffre d'affaires, cet écart-là, bien sûr, est considéré comme défavorable. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, comme je l'ai écrit ici, on va montrer que l'écart sur chiffre d'affaires est égal à l'écart sur prix plus l'écart
sur quantité. Donc, je répète, l'écart sur chiffre d'affaires est égal à l'écart sur prix plus l'écart sur quantité. Alors, on va donc utiliser, pour l'écart sur prix, on le valorise toujours, on le ramène toujours aux quantités réelles. Donc, l'écart sur prix. Le prix réel, 22. Le prix réel, 22. Le prix prévu, 20. Mais bien sûr, tout ça rapporté à la quantité réelle multipliée par 100. Donc ça, c'est l'écart sur prix. Ça, c'est l'écart sur prix. Plus l'écart sur quantité. L'écart sur quantité, je fais quantité réelle, 100, moins quantité prévue, 130. Attention, l'écart sur quantité est rapporté au prix prévu. Et le prix prévu, c'est 20. Ce qui me donne donc 22 moins 20, ça fait 2. 2 fois 100, ça fait 200. Plus 100 moins 30, 100 moins 130, ça fait moins 30. Moins 30 fois 20, ça me fait donc moins 600. Et 200 moins 600, ça me donne bien moins 400. Et vous avez bien remarqué que l'écart sur chiffre d'affaires est bien égal à l'écart sur prix plus l'écart sur quantité. Et vous avez ici le détail. Alors, bien entendu, il est intéressant de savoir de façon générale pourquoi l'écart total ici, donc pourquoi l'écart sur chiffre d'affaires est tout simplement égal à l'écart sur prix plus l'écart sur quantité. Donc là, parce que j'ai deux composantes, on verra tout à l'heure lorsqu'on a trois composantes, mais c'est le même schéma. En fait, ici, alors là, j'ai détaillé, le chiffre d'affaires, c'est le prix fois la quantité. Donc, je vais peut-être faire comme ceci. Alors, plus simple, c'est d'expliquer, de l'écrire au fur et à mesure. Donc, on a quoi? Écart sur chiffre d'affaires, écart sur chiffre d'affaires est égal au chiffre d'affaires réel moins le chiffre d'affaires prévu. Par définition, le chiffre d'affaires réel, c'est la quantité, la quantité réelle ou le prix réel fois la quantité, et le chiffre d'affaires prévu, c'est la quantité prévue que multiplie le prix prévu.
D'accord? Donc ici, en fait, je peux ajouter, ici cette quantité-là. Je peux écrire QR, PR, moins QP, PP, et je peux ajouter 0. Je peux ajouter 0 en écrivant plus PPQR moins PPQR. En fin de compte, j'ai rien rajouté. Autrement dit, l'égalité PPQR. Voilà. Ah, si vous avez 7, ça c'est égal à 7, plus 3, moins 3. Je rajoute plus 3, moins 3. Donc j'ai rajouté plus PQR et j'ai retiré PQR. Et maintenant, je réorganise mes termes. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai rajouté, ça fait 0. Ça, c'est égal à 0. Et maintenant, je regroupe. Je vais donc regrouper. Je vais donc écrire QR, PR, et je vais reprendre celui-là, moins PP, QR, moins P prévu, quantité réelle. Ensuite, je vais reprendre celui-là, plus PP, QR, moins QP, PP. Ici, je remarque, je peux mettre QR en facteur, et QR, hein, je peux mettre QR en facteur, ce qui me donne QR, facteur de PR, moins PP. Ici, je peux mettre PP en facteur, ce qui me donne PP, facteur 2, QR, moins QP. Mais on a compris que PR moins PP, c'est l'écart sur prix qui est rapporté à la quantité réelle. Donc là, c'est écart sur prix. Plus, là, c'est l'écart sur quantité qui est rapporté au prix prévu. Et donc là, c'est écart sur quantité. Voilà pourquoi l'écart sur chiffre d'affaires est égal à l'écart sur prix plus l'écart sur quantité, résultat que vous retrouvez ici.
Est-ce que ça va? OK. Ensuite, maintenant, on va passer à la décomposition en trois. Décomposition en trois ou plus de sous-écarts. Il faut bien comprendre ceci. Soit un coup grand C, soit un coup grand C, obtenu en multipliant une quantité grand V de produits fabriqués. Donc V pour volume de fabrication. Par exemple, on fabrique 50 unités, 30 unités. Q est la quantité de facteurs de production consommés par produit. Q est la quantité de facteurs de production consommés par produit. Par exemple, on va fabriquer 10 unités qui vont consommer 3 kg de matières premières par article. Donc, je répète, V, c'est le volume de production. V, c'est le volume de production. Q est la quantité de facteurs de production consommés par produit. Admettons, par exemple, on peut aussi dire, on fabrique 30 articles qui vont bien sûr nécessiter 3 heures de main-d'œuvre. On va fabriquer 10 articles qui vont nécessiter 25 heures d'heure machine. On va fabriquer 8 articles qui vont demander 1,5 kg de matière première. Et enfin, un prix P du facteur de production. Un prix P du facteur de production. On va par exemple vous dire, on va fabriquer donc V, c'est fabrication de 30 articles qui vont te consommer 2 kg de matière première à raison de 1 euro le kilo. Ou bien on va fabriquer 20 articles qui vont nécessiter 50 heures de main-d'œuvre avec un tarif horaire de 50 euros. Et donc, ici, comme tout à l'heure, l'écart sur coût, c'est forcément le coût réel moins le coût prévu. Je répète, l'écart sur coût, c'est le coût réel moins le coût prévu. C'est quoi le coût réel? C'est le volume réel fois la quantité de facteurs de production réels fois le prix réel. Et bien sûr, le coût prévu, c'est VP fois QP fois PP. Et donc là, comme j'ai 3 composantes, on va élaborer ici 3 sous-écarts. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, on aura un écart sur volume, on aura un écart sur quantité et on aura un écart sur prix. Écart sur volume, écart sur quantité et écart sur prix. Alors,
ici, rappelez-vous, l'écart sur quantité, on le rapporte au prix prévu. L'écart sur prix, on le rapporte à la quantité réelle. On peut de façon mnémotechnique retenir le même principe. Si vous regardez bien ici l'écart sur prix, il est rapporté, vous voyez l'écart sur prix, il est rapporté au volume réel fois la quantité réelle. Alors que l'écart sur volume, il est rapporté à la quantité prévue fois le prix prévu. Et bien entendu, vous avez une donnée intermédiaire qui est l'écart sur quantité. Et là, il y a un mix des deux. Je vais prendre bien sûr le volume réel et bien sûr, je vais prendre le prix prévu. Donc, pour l'écart sur volume, c'est quantité prévue, prix prévu. L'écart sur prix, c'est quantité réelle fois le volume réel. En revanche, l'écart sur quantité, c'est volume réel, prix prévu. Voilà. Donc ça, c'est de façon mnémotechnique. Maintenant, pourquoi l'écart sur coût est égal à la somme de ces trois sous-écarts? C'est exactement le même principe que tout à l'heure. Alors, regardez bien ce qui se passe. J'ai ici un écart sur prix. Pardon, le coût prévu, excusez-moi. Ici, j'ai le coût prévu qui est égal à VP fois QP fois PP. Je vais définir le coût C1 en faisant varier simplement une composante. Donc, je vais faire varier VP et je vais passer de VP à VR. Et donc, en fait, ce que j'ai fait varier, c'est le volume. Je vais donc pouvoir calculer un écart sur volume. Je répète, j'ai le coût prévu, j'ai un coût intermédiaire que j'appelle C1, et donc j'ai ici le volume prévu, et là j'ai le volume réel. Si je fais C1 moins CP, si je fais C1 moins CP, ça me donne un écart sur volume. Alors, donc, je fais C1 moins CP. Donc, ici, j'ai fait C1. Donc, ici, j'ai fait, pour trouver ça, j'ai fait C1 moins CP, qui va me donner donc VR QP PP, C1, moins VP QP PP. Et je mets QP PP en facteur. Ce qui me donne, bien entendu, QPPP, facteur de VR, moins VP. Et j'ai bien un écart sur volume que je rapporte à la quantité prévue que multiplie le prix prévu. Maintenant, on va passer de C1 à C2 en faisant simplement varier la quantité. Et donc là, je vais trouver un écart sur quantité. Si je fais C2 moins C1, je vais trouver un écart
sur quantité. Je passe de QP à QR. Donc, si je fais C2 moins C1, je vais trouver un écart sur quantité. Et là, vous avez compris, je vais mettre P, le prix prévu, en facteur. Pardon, le prix prévu et le volume réel en facteur. Et donc, ça me donnera quantité réelle moins quantité prévue, que multiplie VR fois PP. Je peux écrire comme ça. Donc ici, l'écart sur quantité, on rapporte au volume réel, mais à la production, au prix prévu. Et enfin, maintenant, le dernier écart, c'est bien sûr CR moins C2. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire varier le prix, puisqu'on passe de PP à PR. Et donc là, on va chercher un écart sur prix. Et comme on l'a dit, un écart sur prix, on va valoriser ça, on va rapporter ça au volume réel et à la quantité réelle. Et donc, je fais cette différence et là, je peux mettre VR, QR en facteur, ce qui me donne PR moins PP. Et bien entendu, si je fais la somme de ces trois sous-écarts, je trouve bien ici l'écart total. Et on peut le vérifier, regardez bien, on peut le vérifier. Ici, je pars de VR, je fais ça plus ça plus ça. Je fais la somme des trois termes ici. D'accord? Je vois que celui-ci, VRQPPP plus VRQPPP moins VRQPPP s'annule. Je vois que VRQRPP plus VRQRPP plus moins VRQRPP, ça s'annule. Et que me reste-t-il? Il me reste VRQRPR plus VRQRPR moins VPQP-PP qui traduit bien l'écart total. Donc, écart total égale écart sur volume plus écart sur quantité plus écart sur prix. OK. Alors, donc, exemple, une entreprise prévoit de produire 10 unités. Selon ses prévisions, chaque unité nécessite l'achat de 4 kg de matières premières à 1 euro le kilo. La production réelle s'établit à 11 unités
Le prix du kilo de matière première est de 1,10 € et 38,5 kg ont été consommés. Donc, calculer l'écart sur coût. Et deuxième question, décomposer cet écart en 3 sous-écarts. Voilà, allez-y. Donc, une entreprise prévoit de produire 10 unités selon ses prévisions. Chaque unité nécessite 4 kg de matière première et 1 kg à 1 € le kilo, ce qui me donne donc l'écart donc sur coût. L'écart sur coût est tout simplement égal à l'écart, le coût total, VR, QR, PR, moins VP, QP, PP, sachant que le volume réel, c'est 11. Le préétabli, le prévu, c'est 10. La quantité de facteurs de production réelle est de 38,5. Pardon, 38,5 divisé par 11, puisque nous avons 11 unités. Donc 38,5 divisé par 11, ça fait 3,5 kg par unité. Ensuite, le QP, c'est effectivement 4 kg par unité produite. Et enfin, PR, c'est 1,10 € et PP, c'est 1 €. Donc ici, ça me fait tout simplement VR, QR, PR, moins VP, QP, PP, qui donne 11 fois 3,5 fois 1,1 moins 40. Ce qui donne un écart donc de 2,35. Donc un écart qui est comment? Défavorable. Est-ce que ça va? Vous avez compris? Donc maintenant, on va calculer, on va décomposer cet écart en 3 sous-écarts. On va décomposer cet écart en 3 sous-écarts. Et alors, on va commencer par écart sur volume. Donc, écart sur volume de production. Alors, écart sur volume de production.
écart sur volume de production. Ensuite, écart sur quantité de facteurs de production. Écart sur quantité. Écart sur quantité de facteurs de production. De facteurs de production. Et enfin, écart sur coût du facteur consommé. Écart sur coût du facteur consommé. Alors, si on garde les lettres V, Q, R, donc ici, l'écart sur volume de production, je vais écrire ça, écart sur volume. Écart sur volume. Et donc, l'écart sur volume, comme on l'a dit, il faut le valoriser à la quantité prévue et au coût unitaire prévu. Donc, écart sur volume, c'est VR moins VP. Et bien sûr, il faut valoriser ça ou rapporter ça aux composantes prévues, c'est-à-dire quantité prévue et prix prévu. Ce qui donne VR 11 moins 10 que multiplie 4 fois 1. Et donc, si on calcule ça, ça me fait plus 4 €. Écart sur facteur de production. Écart sur facteur de production, que j'appelle ici Q. Donc, on fait QR moins QP. Alors, attention, on va bien sûr rapporter ça au volume réel fois le prix ou le coût prévu. Ce qui me donne QR moins QP, 3,5 moins QP 4, que multiplie VR 11, que multiplie PP 1. Alors, si on calcule ça, ça fait moins 0,5. Donc, ça fait moins 5,5. Ensuite, écart sur facteur consommé. Donc, écart sur facteur consommé, sur coût du facteur consommé. Donc, c'est écart sur prix. Donc, je vais faire PR moins PP sur volume réel et quantité réelle. Ce qui donne 1,1 moins 1 que multiplie VR 11 fois QR 3,5. Ce qui est égal à, alors, donc 0,1 fois 11 fois 3,5. Ce qui me donne 3,85.
Et si je fais la somme de ces trois coûts, j'ai donc 4 moins 5,5 plus 3,85 et ça me donne bien 2,35 en plus, qui est donc un écart défavorable. OK. Donc, on se rappelle simplement les éléments. L'écart sur volume, vous le rapportez à la quantité prévue et au coût du facteur consommé prévu. L'écart sur quantité de facteurs de production, donc l'écart sur Q, c'est rapporté au volume de production réel fois le coût du facteur de production consommé, prévu. Et enfin, l'écart sur coût du facteur consommé, donc l'écart sur prix, c'est rapporté au volume de production réel et bien sûr à la quantité de facteurs de production réels. Alors, maintenant, alors ça c'est une question de cours, c'est un des sujets, élaboration de coûts de revient standard. Donc la question qui a été posée, celle-ci. Rappeler les principes des coûts standards, définition, intérêt et limites, indiquer sur quels éléments le contrôleur de gestion peut se fonder pour déterminer les standards. Donc voilà les éléments de réponse. Donc, ce sont donc des coûts calculés a priori. Alors les standards précisent les quantités d'input de temps de travail ou bien sûr des éléments monétaires, prix et coûts. Alors l'intérêt, donc la base de fixation de prix de vente, élaboration de devis, prévision et contrôle budgétaire, prix de cession interne, mesure de performance, calcul et analyse des écarts. Donc voilà l'intérêt de l'élaboration des coûts standards. Et on précise un peu plus quelles sont les limites. La définition du standard doit être judicieuse et reposer sur une norme, niveau d'accessibilité normale notamment. Sur quelle norme se fonder? Donc c'est ça les limites. Les limites peuvent se lire par rapport à deux concepts. Si le coût standard est normatif, alors bien sûr s'il est normatif, il peut présenter un objectif inaccessible et ça peut être une source de conflit dans l'entreprise. Lorsque vous fixez une norme, en général, les salariés ou les ouvriers peuvent être sous pression. Donc, ça peut créer un sentiment d'insécurité, voire de découragement. Alors, s'il est normal, il ne met pas sous tension le personnel, il n'est pas source d'amélioration de la performance. Alors, s'il n'est pas normal, forcément, s'il n'y a pas de normes, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, si vous voulez, le personnel se porte mieux d'un point de vue psychologique. Mais pour tout ce qui est de la performance, bien sûr, ceci risque de compromettre un peu ces critères de performance. Alors, les éléments de base pour élaborer les standards, donc ça, il faut le savoir, c'est analyse technique de l'objet, de coût, donc nomenclature, gamme opératoire, fiche produit, bien sûr en relation avec le bureau des méthodes dans l'industrie par exemple, référence à une ou plusieurs périodes précédentes, non professionnels, chambre de métier, les syndicats professionnels. Alors, je vous livre un petit exercice.
Donc ça, c'est extrait d'une annale. On me dit ceci, la production et la vente mensuelle moyenne de piscine sont estimées à 16 coques A, 55 coques B et 20 coques C. Calculer le nombre d'ouvriers nécessaires à l'atelier moulage. Calculer le nombre d'ouvriers nécessaires à l'atelier moulage. Ensuite, calculer le taux standard d'une heure productive ouvrier de l'attelage moulage. Ensuite, on vous dit plus bas, l'ouvrier à l'atelier de moulage travaille 35 heures par semaine. Le salaire moyen mensuel est de 2467,50 euros, charges sociales incluses. Dans cet atelier, on estime le temps improductif à 25% du temps de présence des ouvriers. D'autre part, le salarié a droit à 5 semaines de congés payés par an, soit un temps de présence de 1645 heures. Donc, on vous demande de calculer le nombre d'ouvriers nécessaires à l'atelier de moulage et calculer le taux standard. Allez-y, je vous laisse. Donc ça, c'est une question qui revient souvent, ce qu'on appelle calculer ce qu'on appelle le temps, ce qu'on appelle, parce qu'il y a une période improductive. On vous dit, le salaire mensuel moyen est 2462,50. Dans cet atelier, on estime le temps improductif de 25%. D'autre part, le salarié a droit à 5 semaines de congés payés par an, soit un temps de présence de 1645. Donc en fait, si on fait comment on a trouvé le 1000, je vous explique comment on a trouvé le 1645. Donc en fait, l'année, elle a 52 semaines, mais l'employé reçoit à 5 semaines de congés payés. Donc son travail effectif, c'est 52 moins 5. Ça veut dire, en fait, il travaille réellement 47 semaines. Et comme il travaille 35 heures par semaine, ça lui fait donc un travail en heures de travail annuel, c'est 35 que multiplie 47 et ça me donne 1645. Voilà d'où vient le 1645 heures. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est pour expliquer, justifier. Alors bien sûr, on vous dit qu'on estime le temps improductif à 25%. En fait, il travaille 1645. Mais comme il prend des pauses, il règle des machines, il bavarde avec le voisin, et ça pour un total de 25%. Donc, le temps productif, c'est 75% que multiplie 1645. Ce qui vous donne donc 1645 que multiplie 0,75. Ça me fait un temps productif. Donc le temps productif est de 1233,75 heures. Ça, c'est le temps productif. Est-ce que ça va? On me demande de calculer le nombre d'ouvriers nécessaires à l'atelier de moulage. Alors, combien d'heures? Alors là, bien sûr, ce sont des données mensuelles.
Donc, tout le mois, en en main-d'œuvre directe, nous avons donc 16 coques, 16 coques pour le modèle A fois 15 heures, 55 coques modèle B pour 6 heures, plus 20 fois 6 heures, ce qui me donne un total de, ce qui me donne un total de 16 fois 15 plus 55 fois 6 plus 20 fois 6, ce qui me donne un total de 690 heures par mois. Donc, il faut 690 heures de main-d'œuvre directe. Mensuelle. Est-ce que ça va? Le temps productif annuel, le temps productif annuel, c'est 1233,75. Donc, le temps productif mensuel, c'est 1233,75 divisé par 12. Ce qui me donne 102,8125. 102, comme ça tombe juste, 102,8125. Alors, combien d'ouvriers me faut-il? Ça, c'est le temps productif mensuel. Donc, le nombre d'ouvriers nécessaires, d'accord, pour justement réaliser ce programme-là, c'est 690 divisé par 102,8125. Ce qui donne donc 690 divisé par 102,8125, ça fait à peu près 6,71, soit 7 ouvriers. Est-ce que ça va? OK. Alors, on me pose après calculer le taux standard d'une heure productive. Calculer le taux standard d'une heure productive. Alors, pour calculer le taux standard d'une heure productive, on va d'abord calculer, on sait que le temps productif annuel
le temps productif annuel on peut raisonner soit mensuellement, soit annuellement. Alors voilà ce qu'on a. Le temps productif annuel, c'est 1233. Ça, c'est le temps productif annuel. Le salaire mensuel, charges comprises, charges incluses, c'est 2467. Donc, le taux que je vais calculer, le taux standard, est égal au salaire annuel 2467,50 multiplié par 12. Ça, c'est le salaire annuel. Et le tout divisé par le total d'heures, le temps d'heures productif, c'est-à-dire 1233,75. On fait l'opération et on trouve un taux standard de 24 euros. OK? Donc là, j'ai raisonné annuellement, mais j'aurais pu aussi raisonner mensuellement. Je sais que le temps productif mensuel, c'est 102,8125. Je sais que le salaire mensuel, c'est 2467,50. Donc, le taux standard d'une heure productive, le taux standard d'une heure productive, c'est le salaire mensuel, divisé par le temps mensuel productif. Le temps mensuel productif. Et ce qui donne, pareil, 24 euros. Est-ce qu'on a compris? OK. Alors, maintenant, toujours dans le même esprit, on me dit ceci, c'est toujours dans le même exercice, à l'aide de l'annexe 1 que voici, donc, on me dit calculer pour les coques B uniquement l'écart sur main-d'œuvre directe de moulage relatif à la production, prévue ou écart total pour le mois de janvier. Analyser cet écart en 3 sous-écarts, écart sur taux horaire, écart sur temps de présence et écart sur volume de production. L'écart sur taux horaire et l'écart sur temps de présence sont qualifiés favorables ou défavorables. Donc l'annexe 1, elle dit ceci, renseignements nécessaires au calcul de l'écart sur main-d'œuvre atelier moulage. Donc ici, vous avez le nombre d'heures de présence, le coût unitaire, l'extrait de la fiche de coût standard sur la base d'une production normale égale à 55 coques indique les informations suivantes. Alors, pour la production, pour la période étudiée, la production réelle a été de 35 coques B et nécessité 315 heures de temps de présence, ouvrier moulage, pour un montant de 7 686 euros. Voilà, je vous laisse donc avec cette question-là. Nous en avons une autre.
Nous en aurons une autre après. OK. Voilà un exemple typique où il faut vraiment appliquer la méthode de façon progressive. Donc ici, nous avons bien entendu les données prévues. Donc bien sûr, nous avons ici 55 coques, rappelez-vous, 55 coques, quantité donc de facteurs de production 8 heures, et bien sûr avec un coût unitaire de 24. Donc ça c'est les des quantités prévues, le coût unitaire prévu, etc. Ici, nous sommes dans la production réelle et donc le volume ici était de 55. Rappelez-vous, on a fabriqué 55 coques. Hein, on a fabriqué 55 coques B. OK. Et donc, ici, la production réelle est de 35 coques B. Et donc, la production de 35 coques B a nécessité 315 heures de temps de présence. Alors que pour les nombres d'heures prévus, c'était 8 heures. Donc là, on va forcément diviser, pardon, excusez-moi. Donc là, il nous a fallu effectivement 315 heures. Donc on va diviser 315 par 35. Et donc là, on va trouver 9 heures. Donc là, pour le tableau qui est là, pour garder juste après je réécrirai tout ça. Mais ici, si je calcule donc ça c'est QP, ça c'est QP. Si je calcule QR,
je vais diviser 315 par 35 et ça fait 9 heures. Là, c'est ce que j'ai appelé dans l'abréviation, j'ai appelé le prix prévu. Donc ici, ça correspond bien sûr au taux horaire. Et le prix réel, ou le taux réel, c'est 7686 divisé par le nombre d'heures nécessaires, 315, et ça me donne un coût unitaire de 24,4 euros. Alors, bien entendu, je peux indiquer ici le volume V, qui est de combien? 55. Ça, c'est VP. Et là, j'ai VR qui est égal à 35. Donc, on me demande d'abord d'analyser, de calculer ce qu'on appelle l'écart sur main-d'œuvre directe de moulage. Donc là, ce n'est pas compliqué. Donc l'écart de moulage, écart sur main-d'œuvre directe de moulage, c'est le coût direct, réel, 7000, donc là je calcule l'écart. Je réponds à cette question, écart donc sur main-d'œuvre, direct de moulage. Écart sur main-d'œuvre directe de moulage, elle est égale à, alors le réel, 7686, moins le prévu, moins, bien entendu, 55 coques, et il me faut 8 heures fois 8, et pour un taux ou un coût unitaire de 24. Si je fais le calcul, donc 7686 moins 55 fois 8 fois 24, et ça me fait donc un écart négatif de moins 2874. Bien entendu, ceci traduit un écart favorable, puisque c'est ce qu'on appelle l'écart sur coût de manœuvre. Donc favorable puisque négatif. Et on me demande un peu plus bas de le décomposer en 3 sous-écarts. Et c'est là où c'est très très important. Donc jusqu'à maintenant, on a travaillé sur quelle composante? V, Q et P. V, c'est le nombre de coques. Q, c'est le nombre de facteurs utilisés dans le nombre d'heures machine, nombre d'heures de main-d'œuvre. Et P, c'est le coût unitaire. Donc, comme je l'ai indiqué ici, le VR, le VR, le QR et le PR, VR 35, QR 9, PR 24,4. Ensuite, VP 55,
QP 8 et PP 24. Et on me demande de décomposer donc l'écart sur main-d'œuvre en 3 sous-écarts. Écart sur taux horaire, donc c'est écart sur coût. Écart sur temps de présence, donc écart sur quantité. Et écart sur volume de production, écart sur volume. Est-ce que ça va? Et donc, on va faire ça. Alors, je n'ai pas le... Alors, je n'ai pas le retour, donc c'est bon. Alors, on y va. Je vais peut-être prendre... alors, je vais prendre une page. Bon. Je peux faire ça pour que vous... Il faut que vous ayez les éléments devant vous. Donc, essayez de garder tout ce que je viens de dire. Et on va donc... Alors, on a trouvé... Alors, je vais annuler. On a trouvé donc un écart sur main-d'œuvre directe de moins 2874. On va essayer de le retrouver en décomposant cet écart-là en 3 sous-écarts. D'accord? Alors, je crois que le mieux, c'est que je prenne... Le mieux, c'est que je prenne une feuille blanche. Alors, donc là, je vais garder ce que je viens de calculer. Alors, on va commencer par l'écart sur volume. Écart sur volume de production. Écart sur volume de production. Donc forcément, c'est VR moins VP que multiplie bien sûr QP PP, c'est-à-dire 35 moins 55. Rappelez-vous le nombre de facteurs, le nombre le temps nécessaire pour la fabrication d'une coque B. Donc QP, c'est T8, n'est-ce pas? Et bien sûr, le coût était de 24. Le coût, bien sûr, il correspond au taux standard qu'on avait calculé, qui est de 24. Ce qui me fait un écart de moins 3840. Donc ça, c'est l'écart sur volume de production. Moins 3840. Ensuite, on me demande de calculer l'écart sur temps. L'écart sur temps. L'écart sur temps. La composante, c'est Q. D'accord? L'écart sur temps, la composante, c'est Q. Donc, c'est écart sur quantité de
facteur de production, donc ici le taux horaire, enfin le nombre d'heures nécessaires. Donc c'est QR moins QP, QR moins QP, attention, toujours ici, donc volume réel que multiplie le prix ou le coût prévu, c'est-à-dire ici, ce qu'on a appelé ici le taux horaire. Ça me fait donc QR moins QP, 9 moins 8. Rappelez-vous, 9 heures pour fabriquer dans le réel, hein, c'était 9 heures, et dans le prévu ou le préétabli, c'était 8. Que multiplie? Alors, le volume réel, c'est 35. Le coût prévu, donc c'est ce qu'on appelle le taux prévu, c'est 24. Alors, ça me donne, si je ne me suis pas trompé, 840. Il me reste le troisième écart, donc écart sur volume, écart sur temps, et là, écart sur taux. C'est comme si on calculait un écart sur prix. Donc, l'écart sur taux, donc l'écart sur prix, est valorisé ou rapporté aux quantités, au volume réel et quantité réelle. Donc, écart sur taux, donc ici, c'est comme si je l'appelais écart sur prix, c'est PR moins PP, mais ramené au volume réel et quantité réelle. C'est ça qu'il faut bien retenir. Et donc, le taux retenu, donc le taux réel, c'était 9, c'était 24,4. Ah oui, je ne l'ai pas calculé. Alors, je reviens peut-être que j'ai été trop vite. Ici, nous avons donc un temps de présence ouvrier pour un montant de 7886. Donc, si je divise 7686 divisé par 315 pour trouver ce qu'on appelle un coût unitaire réel. Donc, ça me fait 7686 divisé par 315, ce qui me donne 24,4 euros. Alors que le coût unitaire prévu est de 24 euros. Donc, je reviens ici. Donc, ça me fait 24,4 moins 24 ramené au réel ici, volume réel 35 et quantité réelle, donc volume, quantité de facteurs, donc utiliser c'est 9 heures fois 9. Et ça me donne un total de 126. Et si je fais moins 3840 plus 840 plus 126, je dois retrouver le moins 2874 ici indiqué. Donc je vérifie quand même. Donc moins 3840 plus 840 plus 126. Voilà. Donc ça donne bien l'écart sur main-d'œuvre directe après décomposition en 3 sous-écarts.
est-ce que ça va? Donc, il faut bien retenir ce que j'ai dit précédemment, bien savoir décomposer un écart total en 3 sous-écarts. OK? Juste pour finir pour la séance d'aujourd'hui, donc là, j'ai ce qu'on appelle la méthodologie des écarts sur coût direct de production. Lorsque les coûts directs sont essentiellement composés de charges variables, il est possible de décomposer l'écart sur coût direct en un écart sur volume, comme on l'a dit, un écart sur quantité de facteurs de production consommés et un écart sur prix du facteur de production. C'est ce que j'ai appelé VQP. L'écart sur coût direct peut être décomposé en autant d'écarts qu'il y a de facteurs de production, matières premières, main-d'œuvre, etc. Alors, le coût réel de la production réelle. Le coût réel de la production réelle. C'est le coût réellement consommé pour la production réellement fabriquée. Je répète, le coût réel de la production réelle, c'est le coût réellement consommé pour la production réellement fabriquée. Attention maintenant, le coût standard de la production réelle. Coût réel de la production réelle, coût standard de la production réelle. Dans ce cas, la production réelle est évaluée sur la base de standard. C'est le coût qui aurait été prévu si le volume de production réel avait pu être anticipé, ce qui ne peut se déterminer dans la on ne peut avoir ça qu'a posteriori, qu'après. Donc il y a le coût, alors coût réel de la production réelle, coût standard de la production réelle. Donc pour avoir la production réelle, il faut avoir clos, on peut avoir ce résultat qu'après, d'où le constat a posteriori. Troisième cas, coût standard de la production prévue. C'est le coût calculé en premier dans la méthode des écarts. Donc, c'est le premier coût que vous calculez. C'est la prévision déterminée sur la base de production prévue. Tous les éléments qui composent le coût sont des éléments prévisionnels. Donc, regardez bien. Coût réel de la production réelle, coût standard de la production réelle, coût standard de la production prévue, coût budgété de la production prévue, coût prévu de la production prévue, c'est presque la même chose. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle l'écart total. L'écart total est égal au coût réel de la production réelle moins le coût standard de la production prévue. Donc, je répète, le coût écart total, c'est coût réel de la production réelle moins coût standard de la production prévue. Et on abordera ça peut-être demain. Cet écart total, il peut être décomposé en deux écarts. En ce qu'on appelle l'écart global et l'écart sur volume. On va montrer que l'écart total est égal à l'écart global sur l'écart sur volume. Qu'est-ce que c'est l'écart global? Alors, l'écart total, c'est coût réel de la production réelle moins
coût standard de la production prévue ou coût prévu de la production prévue. Ça, c'est l'écart total. Là, le problème, dans ce cas, avec l'écart total, c'est que l'on compare deux entités qui ont des productions différentes. Là, nous avons une production réelle et là, nous avons une production prévue. Autrement dit, cet écart-là, il porte sur deux niveaux de consommation. Donc, cela revient à comparer deux niveaux de consommation sur la base de deux niveaux de production différents. Production réelle, production prévue. Donc, cet indicateur n'est pas significatif et n'est d'aucune utilité pour le pilotage. En revanche, l'intérêt de l'écart global, c'est qu'il garde la production réelle. Donc, en fait, l'écart global, c'est le coût réel de la production réelle moins le coût standard de la production réelle. Il est donc plus intéressant d'effectuer une comparaison sur la même base. La même base, c'est quoi? C'est la production réelle. C'est-à-dire comparer deux consommations différentes établies sur la base d'une même production, c'est-à-dire la production réelle. Cet écart sur production réelle est appelé écart économique. C'est le seul écart significatif car il compare le coût standard et le coût réel d'un même volume de production. OK. Donc, encore une fois, le volume de production, ici, c'est la production réelle. Alors que ici, le volume de production, c'est la production réelle et la production prévue. Et enfin, l'écart sur volume. L'écart sur volume, c'est le coût standard de la production réelle moins le coût standard de la production prévue. Et si vous regardez bien, si vous faites la somme, de cette entité, si vous faites la somme de ça et de ça, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Ici, vous avez coût standard en moins, coût standard de la production réelle. Et là, vous avez en plus coût standard de la production réelle. Ce qui veut dire que si vous additionnez ces deux coûts, en fait, moins ce coût-là, plus ce coût-là, ça disparaît. Et ça me laisse coût réel de la production réelle moins coût standard de la production prévue et vous retrouvez l'écart total. Autrement dit, l'écart total est égal à l'écart global moins l'écart sur volume de production. Moins sur volume, je dirais plus écart sur volume. Pardon. Donc, écart total est égal à l'écart global plus l'écart sur volume. Et donc, je vais résumer ici. Écart total, coût réel de la production réelle moins le coût standard de la production prévue. Écart global, coût réel de la production réelle moins le coût standard de la production réelle. Enfin, écart sur volume, coût standard de la production réelle moins coût standard de la production prévue. Écart total égale écart global plus écart sur volume. Voilà, ainsi s'achève notre séance du jour.